posait la problématique justement des bourses qui s'appellent désormais Afrikaners, qui sont en Afrique du Sud. Et la question, est-ce que eux, on peut dire que par exemple, ils sont une partie prenante de cette identité africaine, alors même que eux-mêmes sont dans une logique, utilisons les termes comme ils sont, suprémaciste blanche, qui consiste à vivre en autarcie du reste des populations du continent. Donc c'est une question que je pose. D'autre part, et c'est là qu'on voit toute la complexité de la question de l'identité, si je prends des gens comme les peuples Ndjuka et Aluku, qu'on a en Guyane, Suriname, Guyana, qu'on appelle les Marrons, qu'on appelle aussi Paramaka, Saramaka, etc., ou plus communément les Bushinengue, on sait très bien que ces peuples-là sont rattachés à ce qu'on appelle l'ethnie Akan, dans ces grandes lignes. Il y en a qui se rapprochent plus des Baoulés, il y en a qui se rapprochent plus des Akans même du Ghana, mais on a pu faire les liens. On a pu faire les liens parce qu'il y a une continuité culturelle, il y a une identité, pour reprendre le terme, il y a une identité qui a été préservée malgré la déportation, malgré les conditions de survie, ce que Bettelheim appellerait les situations extrêmes, c'est-à-dire des conditions où vous n'êtes même plus en capacité de vivre parce que vous devez d'abord survivre. Et malgré ça, il y a des choses qui ont survécu de leur identité. Donc, c'est intéressant pour penser la question de l'identité, de voir qu'on a des gens qui sont en Amérique et dont on a pu retracer précisément qu'ils venaient de telle ethnie et de telle population dans tel pays, parce qu'on a vu justement les liens qu'avait leur identité avec l'identité de telle ethnie dans tel et tel pays. Donc l'identité survit, même si elle est dynamique, elle garde elle garde certaines formes, elle garde certains aspects. Et là, pour comprendre ça, il faut rentrer des fois dans un penseur qui est assez important, qui est Maurice, alors je sais jamais comment prononcer son nom, Maurice Albarch. Maurice Albarch a été très étudié au niveau de l'égyptologie par un chercheur comme Yann Assmann, qui a travaillé sur la question de la mémoire culturelle. Et dans son travail sur la mémoire culturelle, Assmann, en s'appuyant sur les travaux d'Albarch, pose qu'il y a déjà, et ça rejoint un peu ce que Warren disait, la question de l'unité, de la singularité, de la permanence. Pour la singularité, on peut parler de l'identité personnelle, c'est-à-dire ce qui vous constitue en tant que vous-même. Vous avez votre identité personnelle faite d'un mélange de plein de choses que vous avez vécues, et en ça, c'est unique. Maintenant, vous avez aussi l'identité individuelle, c'est-à-dire qu'en tant qu'individu, pardon, vous avez fait des choix dans ce qui vous a été offert comme offre culturelle, c'est-à-dire ce que vous avez compris et connu de votre environnement, de vos proches, des gens que vous avez croisés, etc. Ce que vous avez emprunté à d'autres civilisations, tout ça. C'est votre identité individuelle. Et après, vous avez l'identité collective. Et c'est là que se trouve peut-être la question de la permanence. L'identité collective, c'est cette image de l'identité qui n'est pas une identité figée, mais qui est beaucoup moins dynamique que les identités individuelles ou les identités personnelles. Pourquoi ? Parce qu'elle fait appel à des traits communs. Et c'est ces traits communs-là, c'est cette identité collective qui se fixe dans ce qu'on appelle la mémoire culturelle et qui peut voyager à travers le temps, à travers l'espace. Donc effectivement, les Ndjuka, les Aluku de Guyane, là où ça devient encore plus intéressant, c'est qu'ils ont gardé des aspects des traditions baoulées que les Baoulés de Côte d'Ivoire eux-mêmes n'ont plus. Pour quelle raison ? C'est très simple. Les Baoulés de Côte d'Ivoire ont également connu la colonisation. Ils ont également connu des situations extrêmes. Sans l'esclavage qu'il y a eu dans les colonies d'Amérique, mais ils ont quand même connu des situations extrêmes et leur identité a été modifiée pendant la colonisation. Or, il se trouve que les Marrons qui étaient en Guyane, au Suriname, eux, leur avantage,
contrairement aux gens des îles comme moi, par exemple, la Guadeloupe, Haïti, etc., c'est que eux, ils n'étaient pas sur une île, mais ils étaient sur le continent américain. Et une fois que vous partez en forêt, pour ceux qui ont déjà vu ce qu'on appelle la forêt amazonienne, on ne peut ne jamais vous retrouver. Donc en fait, vous pouvez reconstruire votre culture en totale autarcie sans qu'on ne vous retrouve jamais. Des gens ont essayé de faire ça dans les Antilles, au Brésil, etc., etc. Ça n'a pas toujours marché. Il se trouve qu'en Guyane, ça a marché. Et ça a permis de conserver des aspects de certaines cultures qui n'existent même plus sur le continent africain. Donc là, ça remixe encore cette question des identités. Si l'identité, c'est simplement... Si l'identité africaine, c'est simplement celle qui est sur le continent africain, comment expliquer alors l'identité des Aluku, des Ndjuka qui sont en Guyane? Comment expliquer les cultes des Orishas au niveau de la région de Pernambouc au Brésil? Comment expliquer le candomblé qui se trouve au Brésil, à Salvador de Bahia, etc., qui a une forte identité issue du Nigeria, par exemple, de l'époque de Ile-Ife? Comment expliquer la Santeria de Cuba? Comment expliquer le vaudou haïtien? Comment expliquer le quimbois de Guadeloupe, de Martinique? Si on imagine que l'identité africaine ne pourrait exister que sur le continent africain. Bon, ça c'est une première partie de la question pour pouvoir plus facilement comprendre l'identité africaine. Maintenant, revenons à la question de l'Égypte. L'Égypte ancienne, ce qu'il y a de pertinent dans cette manière de penser l'Égypte ancienne, c'est pas de penser, comme l'a dit Armando, qu'il faudrait se remettre à prier Osiris. Armando, prie ce que tu veux, prie qui tu veux, ça te regarde, c'est ton problème. Je suis kamite, mais je vais pas te forcer à prier Osiris ou Anubis ou quoi que ce soit. Tu fais ce que tu veux de ta vie, tu es un grand homme et tu es libre. Maintenant, là où l'Égypte est intéressante, si on veut parler vraiment de manière beaucoup plus sérieuse, c'est de la pensée, de la manière dont les Européens ont pu à un moment penser leur propre civilisation. Je suis d'accord que l'idée de retour aux sources, ça peut donner une impression de nostalgie, d'être emprisonné du passé, etc. C'est pas faux après tout. Pourtant, les personnes sur qui vous vous basez sont celles-là même qui sont le plus ancrées dans le retour aux sources. Excusez-moi, je ne sais pas si on se rend compte de ce qu'on vit tous les jours. Mais moi, quand je me balade dans les rues européennes, il n'y a pas une seule rue qui ne porte pas le nom d'un ancêtre glorieux des Européens. Il n'y a pas une seule école, pas un seul bâtiment administratif qui ne porte pas le nom d'un ancêtre glorieux que les Européens ont créé ou ont honoré dans leur roman national. À partir de quoi cette pensée historique est née chez les Européens? C'est à partir de la Renaissance. Et qu'est-ce que la Renaissance européenne, si ce n'est un retour aux sources? Il me semble bien que les Européens, après avoir eu un passé grandiose, que beaucoup d'entre vous, philosophes, justement valorisaient, parce que vous reconnaissez la qualité de ce passé-là. Vous reconnaissez la qualité de la pensée qui a été produite à cette époque-là. La Grèce ancienne, l'époque latine, etc. Mais il se trouve que les Européens, après la chute de Rome, je crois que c'est 476, en tout cas de la Rome occidentale, ils chutent dans ce qu'on appelle le Moyen-Âge et d'une forme de barbarisme. Et comment ils sortent de cette barbarie-là? C'est quand les populations arabes, par leur conquête de l'Afrique du Nord, arrivent et remontent jusqu'à l'Espagne, etc. Et rapportent des textes de Platon, des textes d'Aristote qui avaient été traduits. Les Européens, que ce soit dans les universités de Cordoue, etc., ont connaissance de ces textes-là, se rendent compte qu'il s'agit de leur passé, de leurs ancêtres glorieux. Et là, je le dis un peu en rigolant, mais en gros, il s'agit de leurs grands penseurs à eux, qui ne sont pas des penseurs espagnols. Mais pourtant, les Espagnols, conscients que c'est des penseurs grecs, conçoivent que c'est l'Europe qui apparaît ici.
ce ne sont pas non plus des penseurs français, ce sont des penseurs grecs, latins, etc. Pourtant, les Français, quand ils en prennent conscience, ils s'appuient sur ça. Et ils créent une renaissance d'abord sur la question de l'art, le Quattrocento, etc. Et ensuite, sur la question justement philosophique, et sur toutes ces questions techniques, où ils se rendent compte qu'ils peuvent puiser abondamment dans les connaissances de cette Grèce ancienne et de cet empire romain, que ce soit pour la démocratie, la République, etc. Ils ont plein d'exemples qui vont puiser dans ce savoir-là, sans qu'on puisse appeler ça forcément un retour aux sources, on va appeler ça une renaissance. Mais c'est un retour aux sources. C'est pour ça que leur rue, vous allez trouver la rue, peut-être la rue Platon, l'école Socrate, l'école Napoléon, l'école Général de Gaulle, etc. Parce qu'ils rendent hommage à ces grands hommes qui, pour eux, sont à la base de ce qu'ils sont, de leur identité. Bon, mais voilà ce que un penseur comme Job propose. Il nous dit, voyez comment ça a fonctionné chez les Européens. Nous, on a la chance d'avoir en Afrique une civilisation, l'Égypte antique, qui a une identité qui est palpable. Voilà le mot qui convient, qui est palpable. Elle est intéressante sur 3 points. Premièrement, contrairement aux autres identités qui existent en Afrique, il ne faudrait pas croire que l'Égypte ancienne, c'est la seule civilisation de l'Afrique. Il y a eu la civilisation de Nok au Nigeria, il y a eu des grandes civilisations, Ile-Ife, etc. Mais, il y a eu, et comme l'a dit le relativiste, il y a eu Blombos, les eaux de les Bombos, la grotte du Porc-Épic, il y a eu plein d'artefacts. Par contre, là où c'est intéressant, l'Égypte, c'est qu'on a les textes. Et quand je dis qu'on a les textes, c'est qu'on a des milliers de papyrus, on a des milliers de stèles, on a des milliers de documents sous forme d'ostracas. En fait, on a tellement de textes que on peut vraiment puiser dedans et s'en servir simplement pour penser l'identité africaine depuis l'Antiquité jusqu'à l'Antiquité tardive. Ça ne veut pas dire que toute l'identité africaine se résume à l'Égypte, mais ça veut dire que l'Égypte est l'endroit où on a les textes. À moins que quelqu'un veuille me prouver le contraire, je ne crois pas qu'on ait des textes de la civilisation de Nok. On a juste des statues, et ça s'arrête là. Je ne crois pas qu'on ait énormément de textes qui ont été conservés d'Ile-Ife. Il y en a peut-être quelques-uns, mais on a surtout des objets d'art, des restes du palais royal à Benin City, des choses comme ça. Je ne crois pas qu'on ait conservé énormément de textes de Mbanza Congo, si ce n'est la correspondance d'Alfonso Ier avec le roi du Portugal, qui est une correspondance qui nous apprend pas énormément de choses sur... enfin, faut être plus nuancé. Ça nous apprend des choses sur l'identité africaine, mais ça nous apprend des fois des choses en négatif. Par exemple, quand Alfonso Ier veut raser un village qui a refusé de se convertir, ça nous apprend qu'il y a un village qui a refusé de se convertir au christianisme. Mais ça nous dit pas plus de choses sur ce village-là, malheureusement. Donc, oui, l'Égypte ancienne est intéressante pour les textes. Il y a d'autres civilisations qui ont eu des textes. L'Éthiopie a des textes. Mais le deuxième point qui fait que l'Égypte est intéressante, c'est que l'Égypte a aussi le temps. On a 3000 ans d'histoire. 3000 ans d'histoire documentée. Bon, j'exagère un peu, peut-être un peu moins, parce que l'écriture ne commence pas directement de manière, comment on peut dire, suffisamment établie au niveau grammatical pour qu'on puisse avoir des textes. Les premiers textes grammaticalement construits, c'est à partir du pharaon Péripsène. Donc les textes qu'on a à partir de moins 3200, ce qu'on appelle les textes, les tablettes de la tombe Uji d'Abydos, découverte par Gunther Dreyer, égyptologue allemand. Ça, c'est pas des textes, c'est des mots. Donc on va avoir le nom d'une ville, le nom d'une autre ville, mais on n'a pas de texte grammaticalement construit, on a juste des mots. Par contre, à partir de Péripsène, on a des phrases avec prédicat et verbe.
Donc là, on peut commencer à parler de texte. L'Éthiopie n'a pas une histoire textuelle, documentée, aussi longue. Alors on peut quand même s'appuyer sur l'Éthiopie aussi. On peut s'appuyer sur le Congo, le Banza Congo d'Alfonso Ier aussi. On peut s'appuyer sur plein de civilisations d'Afrique aussi. Mais par contre, l'Égypte, elle a les textes et elle a le temps. Elle a 3000 ans d'histoire. Et enfin, ça c'est un peu le côté beaucoup moins important, mais qui malgré tout est quand même intéressant. La question de la grandeur, ça gonfle l'ego. Ça c'est peut-être l'aspect qui a été le mieux compris par le mouvement Kamite jusqu'à aujourd'hui. Faudrait peut-être se repencher un peu vers les textes. Mais en tout cas, oui, il y a cette question d'ego aussi. C'est une civilisation grandiose. Tellement grandiose qu'effectivement, les Européens ont tenté de se l'approprier, que ce soit par les mouvements théosophiques, que ce soit par les mouvements anthroposophiques, par la franc-maçonnerie, etc., etc. Donc, à partir de là, c'est très simple. Ça nous sert d'humanité classique. Ça ne veut pas dire que, parce que vous utilisez l'Égypte comme humanité classique au niveau de l'éducation, au niveau historique, etc., que vous devez devenir égyptien. Je ne crois pas qu'un Français aujourd'hui, parce qu'il utilise les humanités classiques gréco-latines, quand il sort dans la rue, il s'habille en toque grecque, ou il met une armure romaine et puis il commence à parler latin dans la rue. Non, il sait qu'il est français. Par contre, il utilise des humanités classiques gréco-latines parce qu'il sait que ça renforce sa culture française. Pareil pour l'allemand. C'est pas parce que l'allemand utilise des humanités gréco-latines que tout d'un coup, il se prend plus grec que les Grecs et il se met à manger des salades de salakis ou je ne sais pas quoi. Par contre, il est conscient que ça renforce son identité allemande. Donc c'est de ça qu'il s'agit en fait. Le débat sur Kamite, anti-Kamite, etc. Bon, c'est bien mignon. Hein. Moi, je trouve que c'est passionnant de perdre autant de temps sur ça sur TikTok. Mais il y a un moment, dans la question des questions de renaissance africaine, c'est-à-dire des questions politiques, géostratégiques, il s'agit juste de penser un modèle qui soit un modèle à partir justement de ce qu'on pourrait appeler une identité africaine. Pas une identité pensée à partir de la colonisation, parce que ça, bon, on peut le penser comme on veut, mais malheureusement, ça a été pensé bien et correctement aussi par des gens comme Frantz Fanon. Vous avez un article passionnant qui s'appelle Racisme et culture, qui vous explique aussi comment on est passé d'un racisme biologique à un racisme culturel, et qui vous explique la profondeur de la problématique de l'aliénation, vue par un psychanalyste. Je vous parle pas vu de quelqu'un à partir de TikTok, hein, vu à partir d'un professionnel, d'un expert de la question, c'est-à-dire d'un psychanalyste. Avec les questions de la surcompensation adlérienne, les questions du complexe de Marcus, toutes ces choses-là qui ont été étudiées par Fanon et qui se retrouvent au cœur même de la perte de temps qu'on peut avoir, nous, afro-descendants, dans la question d'un processus pour assurer tout simplement nos arrières et la protection des futures générations, en fait, tout simplement. Donc, bon, après, c'est TikTok aussi, c'est un lieu de divertissement avant d'être un lieu d'éducation. C'est pas une école, c'est TikTok. À l'école, on forme les gens. Sur TikTok, les gens viennent d'abord pour se divertir, mais ça n'empêche pas que des fois, on peut profiter de TikTok pour s'édifier un petit peu. Et donc, voilà, en fait, il faut vraiment partir de ça pour comprendre en quoi, finalement, l'Égypte antique est bien une naissance, peut-être pas au sens philosophique, mais simplement au sens historique ou éducationnel, pédagogique, d'humanité classique africaine. C'est-à-dire qu'on a là un socle de texte fait par une civilisation africaine sur une période très longue, 3000 ans. À vous de me dire si vous connaissez une civilisation qui a duré plus longtemps. Je pense que c'est quand même un gage d'intérêt de se dire qu'on a une civilisation qui dure 3000 ans en Afrique. Et ce serait quand même très bizarre dans l'idée d'avoir une stabilité politique en Afrique, de ne pas se baser sur la civilisation qui a duré le plus longtemps peut-être dans le monde. Ce serait même paradoxal et contradictoire en fait, tout simplement. Donc, je sais qu'il y a les débats, Kamite, anti-Kamite, machin, il y aura toujours cette petite guéguerre. Mais pour ceux qui veulent vraiment se mettre au boulot,
Sachez qu'il y a aussi des gens qui travaillent sur ces questions-là, sérieusement. Il y a plein de cercles de pensée qui travaillent en ce moment sur ces questions-là. Donc, il y a de la place pour les gens qui sont motivés. Hein. Faut pas vous inquiéter pour ça. Je le disais l'autre jour sur un autre panel, mais par exemple, même au niveau de l'UNESCO, le volume 9 Excuse-moi, de l'histoire générale de l'Afrique. j'ai une motion. Oui. Oui, alors tu as dit que Alfonso, le roi Alfonso, aurait détruit. Encore des questions. Ah bah quand même, il a dit, faut qu'il source, parce que Warren, tu dis toujours que dans ce qu'on dit, faut qu'il source. Moi, il y a eu une information qui est sortie qui n'était pas très vraie. Hein. On m'entend question sur le web, sinon ça va être anarchique en fait. Attends. Qu'est-ce que je voulais dire? Là, il faut essayer de suivre le débat, l'échange plutôt, ou bien la discussion, comment Warren l'organise. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de questions. C'est des développements. Et après, il y aura une phase de questions où les gens ils peuvent échanger. Donc, à part si Bookman, lui, il dit, je vais prendre quelque chose, mais sinon, il n'y a pas vraiment pour l'instant de questions ni de motions. Mais après, il y a un temps, justement, d'échange, de questions, etc., d'interaction. Et là, il peut faire toutes les motions qu'on peut. Donc, Bookman, je te laisse la parole. Oui, merci. Mais je répondrai à Shakima, je lui donnerai la source avec plaisir, il n'y a pas de souci. Parce que c'est dans les correspondances d'Alfonso Ier avec le... Ah oui, je les connais, c'est pour ça que je vous pose la question. Voilà, laquelle, du coup je vous donnerai laquelle. Merci beaucoup. Vous aurez accès à mon ordinateur. Je remonterai au moment des questions. Je vous laisse entre vous philosopher. Ok. De toute façon, je pense que je vais laisser la parole aux autres parce que c'est quand même important que les autres puissent parler aussi. Mais voilà les choses un petit peu importantes qu'il fallait dire. Après, il faut aussi, ça, je vais peut-être conclure sur ça, comprendre que on est dans une époque qui est très intéressante parce que c'est aussi une époque où on est en train de réfléchir à la pertinence de ce à quoi on pense. Faut pas croire que c'est seulement les Africains qui se posent des questions sur l'Égypte ancienne. Non, les penseurs dans le monde commencent à se demander, se posent des questions sur la viabilité du modèle économique dans lequel on vit actuellement. Et en se posant ces questions-là, ils sont en train de remettre certaines choses en question. Vous avez un scientifique comme Aurélien Barraud, par exemple, qui est à la fois astrophysicien, parce qu'il a une thèse d'astrophysique, et philosophe, puisqu'il a aussi une thèse de philosophie, qui parle dans un tout petit livre qui s'appelle, le titre va me revenir, ça doit être un truc comme On a besoin de plus de philosophie et de poésie, vous retrouverez le titre facilement, où il dit que justement, pourquoi à l'heure actuelle, les têtes pensantes du monde ne s'inspireraient pas de modèles qui semblent plus cohérents. Et pourquoi ne regarderait-il pas vers l'Afrique? Ça, c'est lui qui le dit, par exemple, tout simplement. Il le dit pourquoi? Parce que là, l'Europe est en train de penser la question de l'écologie, par exemple. Alors, la question de l'écologie a plein de propositions très intéressantes, passer par le nucléaire, passer par tout le monde à vélo, etc. Il y a des trucs très drôles. Mais en fait, dans cette question-là qui est cruciale, personne ne pose la question aux populations qui ont adopté un mode de vie en lien avec leur environnement depuis des fois des siècles. Et je parle pas que de l'Afrique, l'Amérique latine a énormément de cas au niveau de la Colombie, du Costa Rica. Il y a plein d'exemples aussi. Mais on essaie de rester sur l'idée que, oui, on va se mettre tous au vélo, et puis on va trier nos déchets, et on va sauver la question écologique sur ce point-là. Alors qu'il y a des populations qui ont vraiment des solutions, en fait. Et lui, par exemple, propose de s'intéresser à peut-être un modèle à créer qui serait un modèle mathicratique, en se basant sur des principes comme la maths. Et pourtant, il n'est pas kamite, loin de là. Et je pense qu'il ne le saura jamais.
mais simplement il a vu la pertinence d'un modèle au milieu d'autres modèles, et il se dit, tiens, même pour nous Européens, ça pourrait être intéressant de s'intéresser à ce que l'Égypte ancienne, ou l'Afrique plus généralement, a à proposer. Et quelque part, c'est drôle de voir que souvent c'est nous-mêmes, afro-descendants, héritiers des fois de choses super intéressantes, qui par peur de donner au monde une image de nous qui serait une image sauvage, attardée, en retard, barbare, non civilisée, on refuse d'utiliser des modèles qui existent chez nous et qui pourraient apporter au monde. C'est paradoxal. Je m'arrête sur ça et je vous laisse la parole. Non, je pense que c'est parce qu'il y a un manque de connaissances par rapport à notre environnement et à notre histoire. En effet, moi je te connais très bien. Attendez, monsieur, s'il vous plaît. Il faut attendre qu'on vous donne la parole. Comme ça, au moins, ça va être structuré et tout le monde peut échanger. Je sais pas, Boukman, si tu as fini ou pas. Désolé, j'ai pas suivi la fin. Oui, j'ai fini pour ma part. D'accord. Merci. Etche, je te donne la communication. Oui, merci pour le long développement de Boukman. Simplement par peut-être, on va dire, hygiène thématique, je vais essayer de découper les différents contours parce que ta communication a impliqué plusieurs choses. Et donc, je vais redécouper à nouveau pour nous donner quelques contours quand même pour la réflexion. C'est-à-dire qu'au final, l'identité dont on parlait et par laquelle on a démarré le sujet, progressivement a été cannibalisée d'une certaine manière par quelque chose de beaucoup plus général qui est la culture. Mais en fait, ce qu'on va aller chercher fondamentalement dans la question de l'identité, c'est que quelles sont les permanences finalement qui se sont fixées au cours du temps et qui fait qu'on peut constater. Parce qu'en soi, on n'a même pas à réfléchir ou on n'a même pas à penser l'identité en soi. C'est-à-dire qu'on va penser peut-être un modèle politique, on va se projeter sur un modèle politique, etc. Et donc, on peut se donner des références, on peut aller chercher des modèles, etc. Je n'en disconviens pas et on pourra en discuter. Mais en ce qui concerne l'identité fondamentalement, il s'agira plutôt d'observer l'histoire longue et de constater des permanences qui vont faire que, globalement, on peut dire que de là à là, il y a un lien qui existe là et qui survit finalement à toutes les secousses de l'histoire. Or, si on revient et qu'on essaye d'observer les choses, et là, je vais nous plonger un petit peu dans les textes, c'est que Cheikh Anta Diop, par son livre inaugural Nation et Agriculture, et puis par la suite, un livre qui est un petit livre, L'unité culturelle de l'Afrique noire, il va essayer de donner une ligne de démarcation entre globalement le bassin égyptien et le bassin indo-européen. Chose pour laquelle je suis déjà en confrontation un petit peu avec Diop là-dessus, parce que il fait une demi-démarche de matérialiste historique et en même temps il se réfugie à un moment donné dans un renfermement un peu plus idéaliste et fixiste. Il va faire sa grande différence en marquant que il y a globalement les steppes eurasiatiques qui produisent des Indo-Européens qui vont être essentiellement nomades. Il va le développer dans l'unité culturelle de l'Afrique noire et le bassin égyptien ou africain de manière large qu'il va plutôt tourner vers le matriarcat. Alors, ce sont des thèses qui sont pas nouvelles entre guillemets, mais que les autres ont abordé différemment. Par exemple, il va baser ses sources essentiellement sur Morgan, qui va lui-même alimenter le travail de Engels sur la question de la propriété privée, la famille, la naissance de l'État, etc., qui va montrer
dans une dialectique une espèce de progression sur la question même de l'émergence de la famille et comment cette famille va évoluer différemment sous les différents aspects des modes de production pendant qu'on est pasteur, pendant qu'on va passer dans une sédentarité qui va être dans un premier temps alimentée essentiellement par la question de l'agriculture, etc. Et pourquoi dans ces premières heures-là, on aurait des tendances matrilinéaires, ça, beaucoup plus prononcées, et puis quelques moments ici et là, des tentatives de matriarcat qui vont jamais, parce qu'il faut là aussi faire la différence entre la matrilinéarité et puis le matriarcat, qui vont jamais vraiment fleurir. Et pourquoi, par la suite, on va basculer dans des sociétés qui vont donner de plus en plus ce qu'on connaît, c'est-à-dire d'abord les premiers despotes, c'est d'abord les chefs de famille, hein, etc. Et donc il va opérer cette distinction et il va vouloir fixer les choses. Alors moi je suis un petit peu embêté pour cela, parce qu'en soi, si les choses sont amenées à évoluer, je peux contredire Cheikh Anta Diop en disant, ben moi quand je lis Hésiode parle essentiellement des Grecs archaïques qui étaient, bien que leur terrain était beaucoup trop compliqué à cultiver, mais ils ont réussi quand même à être des cultivateurs d'olives, des bergers, etc. Et donc quelque part, il y a quand même ce mode de production qui existe, et ça va être l'objet d'ailleurs de tous les magnifiques poèmes didactiques de Hésiode dans les Travaux et les Jours, et puis par la suite repris en partie dans ce même style là par Virgile et bien d'autres. Donc moi, j'aimerais donner les lignes de démarcation qui seraient d'ordre d'identité que va avancer Cheikh Anta Diop. Mais en même temps, je reviens dans les sources que Cheikh Anta Diop utilise et je vais aller chez Diodore de Sicile, où Diodore de Sicile, à un moment donné, dresse un tableau des peuples éthiopiens et égyptiens de l'époque dont il parle, globalement de cette partie-là. Et qu'est-ce qu'il va noter? Il va noter que même pendant ces périodes dont on parle d'Égypte antique, en réalité, il y a d'abord une première distinction qui commence à s'opérer entre le terme égyptien au sens des Grecs, qui va être beaucoup plus spécifique et beaucoup plus limité géographiquement, et puis le terme globalement d'éthiopien qui va être beaucoup plus large. Mais pourquoi cette distinction? Parce que, à un moment donné, ces Égyptiens, et les Grecs ont une approche civilisationnelle ici, bien que globalement partageant le même territoire, le même écoumène avec les autres Éthiopiens, et malgré leur grande similarité, Égyptiens et Éthiopiens, il y a toutefois une production civilisationnelle qui se spécialise beaucoup plus, essentiellement dans la sphère du Soudan actuel, donc de Nubie de l'époque, et en même temps de l'Égypte qui va se spécialiser beaucoup plus et donner une forme nouvelle, pendant que le même Diodore de Sicile, et c'est là où il y a une forme de reductio ad Aegyptos chez Anta Diop, c'est que il va omettre de citer de nombreuses populations éthiopiennes périphériques de l'Égypte qui a été bien dressée et recensée déjà par Diodore de Sicile. Et je vais ici citer vaguement, parce que les Grecs, ils ont une approche à la fois environnementale pour définir les identités, et non pas tellement biologique au sens stricto sensu. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il va dresser tout un tableau où il va lister les cytophagoi, c'est-à-dire les mangeurs de céréales, qui va les placer entre le Soudan et le sud de l'Égypte actuelle, des homophagoi, ceux qui mangent donc de la chair crue. Donc cette habitude de manger de la chair crue, de la viande crue, etc., c'est quand on est sur le panel, on attend son temps pour parler, on ne fait pas des commentaires en disant que je suis un bavard. Qu'est-ce que c'est que bavarder? Peut-être on aura l'occasion de discuter dessus. Donc, quand on dit manger de la chair crue, donc les homophagoi par exemple, il les place globalement à l'est du Soudan et de l'Érythrée. Mais jusqu'aujourd'hui, en Éthiopie, les gens conservent cette tradition de manger de la viande crue.
jusqu'aujourd'hui, etc. Donc, ce sont des choses qui ont persisté et qui nous permet déjà de voir un petit peu la diversité de toutes ces différentes populations, etc. Et je peux continuer à citer comme ça. Par exemple, quand il va descendre un peu plus dans les régions forestières, il va également donner quelques habitudes alimentaires de ces gens-là. Il va parler de ceux qui mangent des légumes et des feuilles, etc. Ce qu'il va qualifier de ilophagoi. Ilo en grec, c'est le bois, hein, globalement, etc. Donc c'est pour dire que déjà le dressage du tableau de cette Égypte-là à partir des sources n'était pas assez étendu chez Diop. Maintenant, je vais venir à quelques éléments toujours sur les questions d'identité, ou bien ce que je vais qualifier plutôt de préservation culturelle. Boukman a évoqué le cas de populations Djunka et autres qui sont en Amérique du Sud et en partie peut-être centrale. Là aussi, il est là question plutôt d'un fait qui est beaucoup plus d'isolation de groupes de population, qui va permettre de préserver, puisque la culture a été peu parasitée, contaminée. Donc cette isolation va produire une préservation de culture. Mais au fond, on n'est pas totalement, au sens stricto sensu, sur la question de l'identité, parce que qu'est-ce qu'on va continuer à partager ensemble, ou bien qu'est-ce qui a survécu à tous ces bouleversements en tant que bloc africain de manière générale? Est-ce que c'est une vision du monde? Est-ce que c'est une anthropologie? Est-ce que c'est des formations politiques qui ont perduré? Est-ce que ce sont quelques éléments axiologiques fondamentaux qui sont placés au cœur? Est-ce que c'est la question de la liberté? Parce que si finalement on prend l'Europe de manière continue, on peut observer une lame de fond qui traverse l'Europe, qui est la question de batailler pour la liberté. Et donc, par moment, cet élan va être sommeillé quelquefois et tempéré quelquefois par la présence de l'Église et les enjeux de pouvoir, etc., avec les questions de papauté, avec les batailles qui vont se produire au Moyen-Âge. Et d'ailleurs, là-dessus, Boukman, pour des peut-être questions de format, est passé trop vite, mais la question, par exemple, au Moyen-Âge, était la question d'abord de forme de l'État et la question des deux glaives. C'est une vieille question, la théorie des deux glaives, qui est comment on fait à la fois, on donne l'autonomie au pouvoir temporel, c'est-à-dire le potestas, c'est-à-dire le pouvoir réel, et puis l'auctoritas, qui est le pouvoir de l'Église. Et donc, ce sont deux choses différentes déjà. Et puis, de l'autre côté, cette question va continuer à traverser, même quand on commence à sortir de là, la question du dominium et de l'impérium. Le dominium, c'est le pouvoir privé que quelqu'un peut exercer. Et puis, l'impérium, c'est un pouvoir qui est public cette fois-ci. Donc, ce sont des choses qui ont toujours, par exemple, traversé la longue trajectoire européenne de cette bataille pour que l'espace public et l'espace du pouvoir soient quelque chose qui relève essentiellement du choix des humains eux-mêmes, des hommes eux-mêmes, etc. C'est une bataille qui sera toujours là et qui ne fera que renaître, justement. C'est pour ça qu'on parle de renaissance. Et cette renaissance sera préparée de longue date par ce qui se passait déjà au Moyen-Âge. Donc le Moyen-Âge n'était pas simplement une période qui était là attentiste pour voir un moment donné avec l'apport, d'ailleurs souvent dont on parle de manière exagérée, c'est que même quand il y a eu la chute de l'Empire romain d'Occident, en réalité les Byzantins ont continué à conserver toute la tradition grecque d'une certaine manière et vont commencer à faire passer ça petit à petit déjà, avant même qu'il y ait eu le grand bouleversement en 1453, avec la chute de Constantinople et que, bien avant ça, à partir du 8e siècle, etc., les Abbassides vont commencer à eux aussi avoir accès aux textes, donc pour des besoins aussi de se constituer une puissance, vont s'inspirer de ces grandes puissances grecques parce qu'ils les ont observés faire ça. Il faut rappeler que les Arabes étaient un petit peuple coincé entre des géants et qui a passé même son temps parfois à leur donner quelques mercenaires ici et là et à observer. Hein. Donc, il faut bien revoir si nous aussi,
globalement en Afrique, on a une ligne de fond axiologique, c'est-à-dire quelle valeur fondamentalement on a placée au cœur, qui a traversé toute l'Égypte antique, dont on peut retrouver les traces également dans le grand triptyque du Ghana, du Mali et du Songhai, dont on peut retrouver les relents peut-être dans les espaces sud-nigérians, chez les Ile-Ife, au Bénin, etc., ou bien au Monomotapa, ou bien au machin. Donc il faut chercher à la lumière de l'Égypte, peut-être, là, ça peut être intéressant d'interroger l'Égypte, que quels étaient les critères fondamentaux qui étaient là et comment ces critères, finalement, axiologiques, ces valeurs qu'on a placées au centre, ont traversé ces différentes civilisations qui vont, entités étatiques, etc., qui vont venir après. Donc, moi, je pense que sur la question de la permanence de l'identité, il faut qu'on se restreigne à cette partie-là pour bien saisir la chose. Et puis, maintenant, si on veut se questionner sur, au fond, est-ce qu'on ne peut pas chercher un modèle civilisationnel qui a atteint peut-être un niveau de perfectionnement qu'on juge intéressant et qu'il faut se pencher dessus peut-être pour repenser la condition actuelle, c'est un travail qui est possible de faire. Mais il faut le classer comme un projet politique ici, qui est à venir, qui n'est pas quelque chose qui est une permanence du passé et qui relèverait donc fondamentalement de l'identité collective en ce sens-là. Maintenant, un point, et je chute là-dessus. Sur la question de la durée de l'Égypte antique qu'a évoqué Boukman, en soi, en sciences politiques, c'est pas un critère fondamentalement de quelque chose de phénoménal, ou au sens vulgaire, là, je parle pas au sens philosophique, quelque chose de si important que ça. Pourquoi? Parce que comme tous les animaux dans leur environnement, l'animal civilisationnel égyptien doit aussi vivre dans un environnement où il peut durer longuement s'il n'a pas de prédateurs. Et il peut durer très peu s'il a beaucoup de prédateurs. Donc ça dépend aussi des forces de pression extérieures et environnantes. Donc seule la durée ne suffit pas à dire que c'est là une qualité fondamentale. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, l'époque et le contexte de l'Égypte antique, peut-être que globalement, l'Égypte, du fait du bassin du Nil et de la disponibilité à foison de cette bande très riche qui permet de produire, a également peut-être produit par rapport aux autres populations environnantes une grande quantité de population et s'est structurée beaucoup plus tôt. Et donc évidemment que pendant longtemps, l'Égypte peut vivre sans avoir de grands rivaux et donc ça va lui donner cette grande profondeur historique. Mais au moment où d'autres populations se sont constituées en qualité égale civilisationnelle, est-ce que l'Égypte a duré très longtemps pendant cette période? Voilà une question aussi à se poser. Parce qu'à partir du moment où vers 1700, on va commencer à voir les premières vagues de Hyksos, puis par la suite les Assyriens, etc., jusqu'à arriver à Cambyse et bien d'autres, etc., on voit que là, on va juger sur cette parenthèse-là la capacité également de l'Égypte à résister à ces secousses-là et donc se poser la question de sa solidité à ce moment-là et quelles sont les qualités finalement qu'on peut retenir sur cette partie-là. Donc voilà comment je veux nous ramener peut-être à quelques sources et quelques textes et un tableau de la situation pour distinguer fondamentalement les permanences de l'identité collective, le projet politique dont on peut s'inspirer, là c'est libre, on cherche là l'efficacité dans le futur, donc c'est libre à chacun, on peut choisir, il n'y a pas de problème. Les Chinois sont même allés chercher le modèle d'abord marxiste qui s'est développé en Allemagne au début par Marx, Engels et bien d'autres, y compris même les précurseurs français et anglais, les Saint-Simon, les Owens, etc. Et ils ont c'est passé par le filtre du léninisme, qui est une autre forme de réforme du marxisme, et qui va aboutir par la suite dans le maoïsme, etc. Donc là aussi, on a vu
quelque chose émerger en Europe, transformé par le filtre russe, récupéré par le chinois, et les Chinois ont refait leur synthèse là-dessus, et c'est même passé en Amérique du Sud avec le guévarisme, qui est une autre relecture du marxisme, cette fois-ci pour d'autres enjeux, essentiellement la question du déploiement de l'impérialisme dans les espaces qui étaient non occupés encore, c'est-à-dire l'Amérique du Sud et l'Afrique. Donc, voilà globalement les quelques distinctions que je voulais injecter pour qu'on comprenne bien si on veut parler de la liberté finalement des Africains, de se choisir comme un point de référence politique et civilisationnel l'Égypte, penser dessus et voir comment on peut retravailler cela. Et de l'autre côté, la question de l'identité, quelles sont les permanences finalement qu'on a observées entre les différentes entités étatiques ou civilisationnelles, le bassin du Nil, l'Égypte, etc., les côtes ou bien les rives du Niger, avec le triptyque du Mali, du Songhai et du Ghana, etc., et donc du fleuve Sénégal également. Qu'est-ce qu'on peut observer dans le delta du Niger, avec les Ile-Ife, le Bénin, etc., et puis peut-être de l'autre côté, dans le Zambèze, proche du Zambèze, le Monomotapa, ou bien l'embouchure du Congo avec le Banza-Congo, etc. Questionnons-nous sur ces permanences-là, ces similarités-là, pour essayer d'identifier quelque chose. Vous voyez, le mot est sorti même par lapsus, d'identifier quelque chose qui serait permanent là, et qui serait une persistance axiologique, c'est-à-dire de valeur que les populations africaines ont toujours eu et préservé, et qui serait peut-être bon de remettre au goût du jour à nouveau. Pour l'Occident, j'ai dit, le fil rouge, ce serait la bataille pour la liberté fondamentalement. Quelle est donc, du côté de l'Afrique, cette identité, cette valeur axiologique au cœur de l'identité africaine? Voilà, je m'arrête là. Merci, Etche. Warren? Oui, et c'est dommage que Atton est descendu parce que il voulait parler depuis, je sais pas, peut-être la rigueur du débat qui fait fuir les gens, mais je sais pas. En fait, c'est juste la rigueur qu'on demande en fait. Il peut remonter, C'est juste ça, c'est juste la rigueur. C'est-à-dire vous pouvez débattre, mais il faut avoir cette rigueur. Bon, en fait, je vais dire rapidement quelque chose. Je vais pas aller aussi loin parce que je pense que dans cette communication, je pense que tout est dit. Et moi, je comprends Bookman, justement, et c'est ce que j'ai développé dans ma première communication en disant que je suis conscient qu'il faut ce qu'on appelle un disque dur, ce que j'appelle un noyau dur. Voilà, c'est-à-dire qu'on va partir, comme je disais tantôt, c'est-à-dire à caractériser ce qui pourra faire notre singularité. Voilà, et on peut partir de là, je suis d'accord avec ça, en se référant simplement à l'Égypte antique, et puis rentrer aussi dans cette question de permanence dont a notifié tout à l'heure Etche, qui est quelque chose d'intéressant. Mais en fait, moi, je vais aller plus loin parce que il y a comme un creux, il y a comme un fossé que je pense qui est peut-être omis le plus souvent lorsque on parle de cette identité africaine en partant en fait de l'Égypte antique. Parce que en fait, dans ce qu'on appelle l'identité, déjà il faut voir que c'est l'identité en fait, c'est une disposition qui s'applique pas simplement à l'idée de posséder une conscience, je vais dire ça comme ça, c'est-à-dire c'est pas simplement l'idée d'avoir une conscience de soi, de comprendre qu'est-ce qu'on est, etc., etc. Mais il y a aussi une tension aussi qu'il faut voir. Et c'est ce que je dis. Et cette tension, pour moi, c'est une tension du passage de l'être au devenir. Je sais pas si vous voyez. Et donc, si vous prenez par exemple, parce que lorsque je rentre sur ces questions, je vais faire allusion à cela. Pour moi, il y a un processus à quand même prendre en compte, parce que dans cette question de l'identité, il y a cette question de ce processus qui est pour moi introspectif, qui va concilier, je vais dire ça comme ça, en fait, le connais-toi toi-même socratique. Donc, quand on voit le connais-toi toi-même socratique, ça veut dire que ça réside justement dans le fait de se questionner, voilà, de questionner son moi profond, de dire, voilà, comment est-ce que je m'identifie?
qu'est-ce qui caractérise, par exemple, l'identité, voilà, on va questionner son soi. Et ça, en fait, c'est un processus qui est intéressant, mais le processus ne s'arrête que pas à la connaissance de soi. Il y a aussi l'actualisation de la personne. Et c'est vraiment un concept que a développé le Nietzsche. Mais avant Nietzsche, il y avait justement un autre penseur grec, qu'on l'appelle Pindar, qui avait développé ce concept-là qu'on appelle deviens qui tu es. En fait, je vais quand même arriver là pour essayer de montrer comment c'est quand même intéressant de comprendre ces choses. Parce que dans le processus d'identification, dans l'identité, si vous voulez, il y a ce processus justement qui nous amène à nous connaître. Et ce processus, par exemple, que on va essayer de questionner qui on est, ça va permettre de comprendre sa propre mesure, je vais dire ça comme ça, et ça permet justement de distinguer ce qui est, par exemple, humain, de ce qui n'est pas humain. Là, on est dans la démarche socratique. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment précis, on est justement en train de rechercher, en fait, la connaissance de l'homme pour justement connaître la nature humaine la plus haute, parce que ça invite à une sorte de conscience morale. Faut le voir ça comme ça. C'est-à-dire que on va plutôt rechercher une forme de conscience libre qui va redéfinir la question de l'humanité. Et donc on est vraiment dans cette phase socratique qui questionne ces essences-là. Et on est dans un projet qui est social et politique. Il faut le voir. Il faut quand même le souligner. C'est un projet social et politique. C'est vrai que c'est une identité. Donc, c'est ce qu'on appelle l'étiquette sociale. On va dire, voilà ce qu'on était dans le monde, voilà ce qu'on était dans l'histoire, voilà ce qu'on avait comme valeur qui déterminait justement ce que nous sommes. Mais ça ne s'arrête pas que là, le processus. Non. Parce que après ce processus, il y a une conciliation justement avec le devenir. Et c'est là où moi je veux justement mettre l'accent, parce que le devenir est un appel justement qui nous permet de dépasser justement cet être actuel. C'est-à-dire que quand on parle de l'être actuel, c'est-à-dire cet être-là qui est pour la société. C'est-à-dire la manière que je me conçois dans la société, cette manière de me concevoir dans la société n'est qu'une étiquette. Et voilà pourquoi j'ai dit cette identité-là aussi, lorsqu'on pose cette question, lorsqu'on interroge cette question, on voit en fait que l'identité sociale aussi reste une illusion, bien qu'elle reste importante pour déterminer la destinée morale d'une civilisation, mais elle reste quand même une illusion. Donc, à partir de ce moment, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là qu'il faut prendre en compte, justement, dans le devenir, cette force qu'il aligne l'homme dans sa propre fin. Parce que, quand je le dis, c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que lorsque vous partez de l'affirmation d'une identité qui est purement sociétale, c'est-à-dire purement égyptologue, etc., vous allez nier, en fait, la réalité, c'est-à-dire que la réalité fondamentale de voir aussi l'identité actuelle du sujet. Parce que notre identité actuelle est le produit, le résultat, justement, de ces forces en mouvement qui ont produit, justement, cette essence qui a pour essence de poursuivre sa propre fin et donc de nous réaliser. Donc, celui que je suis aujourd'hui, en fait, est aussi le résultat de mon identité. Mais pourquoi à chaque fois il faut aller rechercher dans le passé celui que je suis? Ça, c'est une question pour moi aussi qu'on peut poser. Mais on peut aussi me définir pour ce que je suis devenu. Vous voyez? Et donc, moi, j'invite toujours à ça. Ce sont des questions, ce sont des pistes de réflexion sur ces questions. Pourquoi? Parce que après, je vais prendre la communication plus tard pour essayer de définir pourquoi je le dis, parce que sur la question du temps, etc., je vais pas être très long parce que je dois donner la conversation à d'autres personnes. Mais ce que je suis en train de vouloir dire, c'est qu'il y a comme un déni de dire que c'est le passé, en fait, qui est le référentiel de notre identité. Ça, c'est un déni. Parce que nous sommes aussi le processus. Ce que je suis aujourd'hui est le résultat de cette identité-là. C'est une identité qui se meut et qui se déploie. Et donc, le fait que de rester attaché dans ce rapport nostalgique du passé, il faut plutôt prendre ce qu'on est et le construire davantage. Et en fait, c'est ça, en fait. On peut être aidé du passé, je suis d'accord, pour creuser ce que vous avez appelé ce noyau dur qui va permettre un socle, parce qu'on part toujours d'un socle, mais le socle ne doit pas être, on va dire, ce qui fige
le socle doit être le point de départ. Et ce point de départ lui-même est précédé d'un autre point de départ. Vous voyez? Donc, en gros, quand on veut comprendre l'identité de l'homme africain, il faut comprendre l'homme africain actuel. C'est aussi son identité. Voilà, c'est juste le point que je voulais justement souligner. Après, je pourrais avoir une autre communication. D'ici, je te laisse passer. Je pense qu'on peut partir sur la phase question. Voilà. Attends, il faut d'abord que Diaga et Relativistes aient leur communication. Et juste après qu'ils finissent leur communication, on passera sur la phase question. Monsieur Diaga, allez-y. Oui, en fait, moi, ce qui m'étonne, c'est que en utilisant un paradigme philosophique occidental, on étouffe sans le savoir notre propre héritage philosophique. Parce que bon nombre de Noirs, en fait, ils vont prendre comme référence les Descartes, les Voltaire, etc., comme si ces gens-là avaient le monopole de la philosophie. Alors que il aura fallu qu'un seul homme éthiopien pour prouver que cette méthode de philosophie adoptée par les Africains, bah, ça nous cause du tort, en fait. Parce qu'à cause de ça, il y a énormément de Noirs qui ignorent aujourd'hui que, par exemple, la philosophie de Zera Yacob englobe à lui seul cette armée de narratifs philosophiques des Lumières. Je sais pas si vous vous rendez compte, le gars s'est enfermé dans une cave pendant 2 ans et il a produit ce que les Lumières, là, hein, ont produit. Lui tout seul. Mais on le connaît pas parce que voilà, on a des philosophes noirs aujourd'hui qui vont accentuer ce côté-là. Où est le rapport avec le sujet? Juste la question. Non, mais... non, Warren, laisse-le développer. Diaga, tu peux exposer la philosophie éthiopienne, puisque moi, je connais l'Éthiopie. Non, je parle de Zera Yacob. Oui. Expose sa théorie politique, sa théorie anthropologique, etc., pour qu'on comprenne pourquoi. Et tout à l'heure, quand j'ai repris le fil de l'histoire philosophique globalement européenne, c'est pour marquer quelque chose, un élément fondamental qui est la lame de fond. C'est-à-dire que depuis les Grecs, jusqu'en passant par Descartes et toute la Renaissance et les Lumières, et jusqu'aujourd'hui avec le wokisme, qui sont les produits tardifs de cette quête fondamentale de liberté, jusqu'à l'absurde, c'est-à-dire que les Européens ont toujours endossé la rébellion et se sont mis prêts à subir les foudres des dieux, y compris dans le mythe de Prométhée, même si Prométhée devait être dévoré sur le mont Caucase toute la journée. Excuse-moi, Etche, il faut le laisser terminer. Comme ça, Monsieur Diaga, allez-y développer. Et après, de toute manière, on va faire l'échange libre. Comme ça, le relativisme aussi, il termine. Et après, voilà, on va pouvoir passer à l'échange direct des questions. Ok. Donc, vas-y, Diaga. Et si tu veux par la suite qu'on parle de philosophie africaine, on pourra en parler, que ce soit dans la période précoloniale ou la période récente. Il y a les auteurs, on ne les oublie pas. Je peux te citer de Paulin Moutondi, de Eboussi Boulaga, des Bilolo, de tout le monde. Je peux citer et on pourra en parler. Ce n'est donc pas. Bon, je suis désolé si tu as pris ça comme une attaque personnelle. Je suis désolé. Non, c'est pas grave. C'est plutôt une question de précision. Non, mais vas-y. Tu m'as coupé comme ça et je pense que tu t'es senti attaqué quelque part. Hein, non, c'est pas attaqué. Ici, on n'est pas dans... Moi, je parle de quelque chose qui est visible. Hein, Attendez, oui, non, mais c'est pas grave. S'il vous plaît, ici, c'est pas grave. C'est-à-dire que... C'est bon, laisse-moi parler, s'il te plaît. Ok. Je parle de quelque chose, c'est une réalité qui est visible chez les Noirs. Vous pouvez pas nier ça. Chez quel Noir? Attends. Il y a énormément de Noirs, même si tu vas dans les universités africaines, tu vas avoir des étudiants qui connaissent plus les Descartes ou l'époque des Lumières que les philosophes que tu viens de citer ou que le philosophe que je viens de citer. Tu comprends? Tout ce que j'essaie de dire, en fait. Regarde, s'il te plaît, c'est pas ça le débat. Va droit au but.
C'est-à-dire, tu peux prendre ta référence, Bon, c'est-à-dire, tu peux partir de quand je parle, c'est l'Afrique. pas le sujet, mais après, vous me posez des questions. Non, mais Il parce me dit que, de présenter Zara Yacob. non, oui, regarde, ouais, je vais te donner la méthodologie. Tu peux partir de la philosophie africaine, comme tu veux, tu peux partir de la philosophie occidentale. Le plus important ici, c'est le développement. C'est la réflexion, c'est tout. Donc, vas-y. La méthode ne nous importe pas, on nous importe peu. Ne critique pas la méthode de quelqu'un. Vas-y, avec ta méthode, prouve que la méthode de l'autre n'est pas pertinente. Donc, vas-y. Bah, c'est ce que j'avais dit au début, en fait. J'avais dit quoi? Que ça étouffe nos paradigmes à nous, qui sont propres à nous, en fait. C'est ce que j'ai dit. Donc, je sais pas si vous êtes dans l'écoute sélective. Ça, c'est pas, je peux pas gérer ça. Je suis désolé. Tout ce que j'essaie de dire, en fait, c'est que, moi, en tant que simple kémita, je suis pas philosophe. Mais je suis capable de détecter, si oui ou non une personne est enfermée dans un paradigme, tout simplement en analysant son champ lexical et les références qu'il va prendre pour appuyer ses propos. C'est quoi le paradigme? Moi, C'est quoi ton paradigme? oh là là. Attends, Warren, Moi, laisse-le terminer parce que sinon le relativiste il va jamais parler. En fait, là tu as expliqué et maintenant il faut que tu rentres en profondeur. Là, par l'instant, t'es allé, on va dire, t'es à la surface, t'es en train d'émettre des critiques qui sont peut-être légitimes. Maintenant, toi, développe vraiment ton idée, tu vois. Tout ce que j'essaie de dire, c'est que moi, en tant que kémite, on a pour but de valoriser, faire revivre nos propres paradigmes. Parce que on est le seul, il n'y a que on est. Mais pourquoi je me fais couper? Désolée, je te fais couper parce qu'en fait, c'est bizarre. Parce qu'il faut justement que tu développes ça. C'est quoi ce paradigme-là? C'est l'idée vraiment dedans. Tu vois, il faut rentrer en profondeur. Parce que là, tu as dit le paradigme, tu as expliqué les Socrates, je ne sais pas ce que tu as dit exactement, désolé. Mais, Ah bah voilà. Non, mais bon, c'est pour dire que... Non, mais je suis pas écouté, mais je suis coupé. Bon, vas-y, désolé. Mais C'est bizarre. Développe, va en profondeur, s'il te plaît. Tu vois, Bookman, il a présenté le fond de son idée. Fais pareil, tu peux parler, mais parce que là, tu es en train de juste d'émettre des critiques vis-à-vis des différents intervenants. Et là, c'est pas très constructif, tu vois. Bon, d'accord. Et c'est quoi vos trucs? Vous voulez que j'approfondisse sur quel côté? Sur ce que c'est un paradigme, c'est-à-dire la façon de voir les choses. Ce que je vous propose, c'est qu'on laisse Dinga parler simplement. Il va exposer ce qu'il a à dire. Et comme de toute façon, il y a un temps de questions qui est prévu tout à l'heure, si vous voulez, vous pourrez lui poser des questions pour qu'il approfondisse justement, mais qu'il dise déjà ce qu'il a à dire, parce que sinon, ça va donner l'impression qu'il est coupé à chaque fois et que ça peut être mal pris, en fait. Voilà. Donc, dis ce que tu as à dire. Viens, tu es venu avec une idée. Vas-y, dis ce que tu as à dire. Oui, et vas-y, Diaga, surtout ne te restreins pas. Moi, je faisais juste, et c'est de ma faute, j'aurais pas dû te couper. En fait, je précisais juste que quand je prenais l'exemple, c'est pour juste parler de qu'est-ce qui traverse de fond, du début à la fin, une autre civilisation pour mettre en perspective et nous parler de la question de l'Afrique. Mais donc, vas-y, sois libre. Tu as le droit de me critiquer ou critiquer tout le monde. C'est la liberté de parole. Moi, je t'ai pas critiqué toi. Mais est-ce que c'est pas une réalité ce que j'ai dit? Donc, vous pouvez me dire si j'ai faux quand j'ai dit que il y a énormément de Noirs qui vont valoriser la philosophie des autres plutôt que les nôtres. Est-ce que ça, c'est pas une réalité sur laquelle on peut tous être d'accord? Quel est le moyen de mesurer cela concrètement? On peut pas mesurer ça. Attends, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Vous avez même, je sais pas si vous connaissez Togbe. Togbe, il critique beaucoup les kémites aujourd'hui, mais lui-même il dit ça. C'est quoi ta position? Et tu développes quoi en fait? C'est-à-dire, par exemple, tu dis que l'argument que propose tel est faux parce que voilà ce que je propose. Attends, Warren, on va faire, regarde. Non, moi j'ai compris, mais Bookman il a raison. En fait, Diaga, on va te laisser la parole, mais il faut pas interpeller les gens comme ça. Non, mais moi j'ai fini, c'est pas. Mais là t'as fini, t'es sûr?
Oui, oui, c'est bon, Mais non, mais non, mais non. Je vois pas. Non, non, pardon. Diaga, continue par exemple. Quelque chose qui pourrait être intéressant, c'est que tu exprimes globalement la philosophie avec du point de vue du paradigme africain. Tu as commencé par citer par exemple écoute, Jacob. on parle de l'identité africaine. Oui, voilà. D'accord. Mais sauf que on doit tenir nos réalités en compte, on doit les prendre en charge, hein, nos souffrances, nos accomplissements, etc. D'accord. Mais vous venez avec une façon d'analyser, hein, l'Africain. Votre façon d'analyser l'Africain, c'est à travers le lens des Occidentaux. C'est pour ça que je dis que cette manière de faire, moi, je pense qu'elle est pas bonne.